Il existe un sentiment tranquille et lancinant que beaucoup d'entre nous connaissent bien. Ce n'est pas une alarme bruyante, mais un faible bourdonnement en arrière-plan de nos vies. C'est le sentiment que la vie que nous menons, la personne que nous sommes, est en quelque sorte une fraction de ce que nous sommes censés être. Nous sommes les architectes de nos propres vies, posant les fondations et élevant les murs de notre existence quotidienne. Mais que se passerait-il si les plans qui nous ont été remis, ceux qui nous ont été donnés par la famille, la société et nos propres peurs, n'étaient pas pour une maison, mais pour une prison magnifiquement décorée? Et si le sentiment d'être coincé, d'être fatigué sans raison, n'était pas un signe de votre échec, mais un signe que votre âme sait qu'elle vit dans une structure trop petite pour elle? Notre esprit conscient, la partie que nous considérons comme «moi», est l'architecte diligent. Il veut nous garder en sécurité, prospères et acceptés. Il établit des plans basés sur la logique et sur ce qu'il a appris du monde extérieur. Mais le véritable terrain sur lequel nous construisons est le vaste et mystérieux paysage du soi, la totalité de ce que nous sommes, conscients et inconscients. Le grand voyage d'une vie humaine consiste à construire une structure qui honore l'ensemble de ce paysage, et pas seulement la petite parcelle bien éclairée avec laquelle notre architecte conscient est à l'aise. C'est le voyage de l'individuation, qui consiste à devenir qui vous êtes vraiment. Mais le long de ce chemin, il existe des lieux communs et périlleux où l'architecte peut nous conduire, en construisant des royaumes qui semblent sûrs, mais qui démantèlent lentement notre connexion à notre nature profonde. Nous allons maintenant voyager à travers 7 de ces paysages archétypaux de la psyché. Ce ne sont pas des lieux sur une carte, mais des royaumes de l'esprit où l'architecte se retrouve piégé, où le masque social devient un tyran, et où les parties cachées de nous-mêmes se déchaînent. Connaître ces lieux, ce n'est pas se juger d'y être, mais enfin tenir la boussole qui indique le chemin du retour vers la plénitude, vers la campagne ouverte de votre propre âme. Le premier de ces royaumes périlleux est un lieu de belle surface chatoyante. C'est une prison dorée, une chambre d'écho construite par l'esprit conscient pour se protéger. Dans cet espace, l'architecte, votre ego, ne s'entoure que de ce qui confirme ses propres croyances. Chaque conversation est le reflet de ce que vous pensez déjà. Chaque article que vous lisez renforce votre vision du monde existant. Chaque personne que vous gardez près de vous est un miroir, vous montrant une version confortable et agréable de vous-même. Au début, cela ressemble à de la stabilité. Cela ressemble à de la sagesse. Vous vous sentez validé, certain et fort. Mais c'est une illusion. Un esprit qui n'est jamais d'accord avec lui-même ne devient pas plus fort. Il devient plus fragile. C'est comme un alchimiste qui refuse d'ajouter de nouveaux éléments stimulants au creuset. Sans le feu de l'opposition, sans la tension d'un point de vue différent, aucune transformation n'est possible. Il n'y a que l'ébullition stérile et sans fin de la même vieille substance. Considérez l'universitaire accompli, un homme qui a maîtrisé son domaine particulier. Sa bibliothèque est remplie de livres qui soutiennent ses théories. Ses collègues sont ceux qui partagent son cadre intellectuel. Il éprouve un profond sentiment de satisfaction dans son expertise. Mais un jour, il rencontre une connaissance provenant d'un domaine complètement différent. Peut-être un texte spirituel, la perspicacité d'un artiste ou un simple morceau de sagesse populaire. Cela ne correspond pas à ses modèles. Cela contredit sa logique soigneusement construite. Sa réaction immédiate n'est pas la curiosité, mais l'irritation et le rejet. Il ressent une bouffée de colère, un sentiment d'être attaqué personnellement. À ce moment-là, il ne défend pas une vérité. Il défend les murs de sa prison. Son monde intellectuel est une puissante forteresse, mais une forteresse est aussi une cage, qui empêche les forces vitales, chaotiques et vivifiantes de la psyché plus large d'entrer. Vivre de cette façon, c'est affamer l'âme. L'accord constant crée une inflation psychique, un état où l'ego croit tout savoir, et, ce faisant, se coupe du mystère infini du soi. L'appel silencieux de l'âme à l'expansion, à la nouveauté, au défi qui crée la croissance, reste complètement inentendu, perdu dans les échos sans fin du familier. La façon de sortir de cette prison dorée n'est pas d'abandonner toutes vos croyances, mais d'inviter intentionnellement l'autre. C'est la tâche alchimique. Cela signifie rechercher consciemment une perspective qui crée ce sentiment inconfortable de tension psychique.
Il peut s'agir de lire un livre de quelqu'un avec qui vous êtes sûr d'être en désaccord. Il peut s'agir d'avoir une conversation authentique avec une personne dont l'expérience de vie est très différente de la vôtre, dans le but non pas de gagner une dispute, mais simplement de comprendre. C'est un acte de courage profond. C'est l'architecte qui regarde ses propres plans parfaits et qui a la force de dire « Il y a ici une sagesse dont je n'ai pas tenu compte ». C'est la première étape pour abattre les murs, non pas avec une masse, mais en ouvrant une fenêtre pour laisser entrer une lumière différente, une qualité d'air différente. C'est le début d'un dialogue entre ce que vous savez et l'immensité de ce que vous ne savez pas. Si cette première prison est construite en nous enfermant dans le familier, la suivante est construite en nous mesurant constamment et anxieusement au monde extérieur. C'est la tyrannie du collectif, une vaste arène bondée, où nous nous engageons dans une course fantôme. Dans ce royaume, nous abandonnons notre propre chemin de vie unique aux moyennes statistiques et aux réalisations célébrées de la foule. Nous mesurons notre valeur non pas à notre propre boussole intérieure, mais à l'aune des autres. Ma carrière est-elle aussi réussie que celle de mon ancien camarade de classe? Ma maison est-elle aussi belle? Mes enfants accomplissent-ils autant? Notre esprit conscient, l'architecte, nous dit que c'est de la motivation. Il nous dit qu'en comparant, nous serons inspirés à faire plus, à être meilleurs. Mais c'est une ruse cruelle. La course est fantôme parce qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée unique. Nous courons tous sur des pistes complètement différentes, vers des destinations entièrement différentes. Comparez votre voyage à celui de quelqu'un d'autre. C'est comme si un arbre unique dans une forêt jugeait sa propre valeur à la hauteur de l'arbre qui le jouxte, oubliant le motif spécifique gravé dans ses propres anneaux et ignorant la parcelle de soleil particulière qu'il est uniquement destiné à atteindre. Pensez à la jeune professionnelle qui choisit une carrière lucrative mais qui lui brise l'âme. Elle travaille de longues heures épuisantes, motivée par le désir d'obtenir la promotion, le salaire, le titre que ses pairs admirent. Elle réalise ces choses, une par une. Elle reçoit les félicitations, les signes extérieurs de succès. Pourtant, dans les moments de calme, tard dans la nuit ou tôt le matin, un vide profond la visite. La victoire semble creuse. Elle suit un scénario écrit par la société. Un plan détaillé pour une vie réussie. Mais le rouleau contenant son mythe personnel, l'histoire unique que son âme est venue vivre ici, reste non lue, prenant la poussière à l'intérieur d'elle. Elle vit une vie statistiquement admirable, mais pas une vie authentiquement significative. Elle a donné son énergie, sa force vitale même, à une idée collective, et ce faisant, elle a affamé sa propre destinée individuelle. Ce royaume est si dangereux parce qu'il semble si normal. C'est l'eau dans laquelle nous nageons tous. Toute la culture nous pousse souvent à rivaliser, à nous classer, à considérer nos vies comme une performance à juger. La tâche alchimique requise pour quitter cette arène est de récupérer votre mythe personnel. Cela signifie un retrait radical de votre attention de la course. Cela exige le courage de cesser de tenir le score. Cela commence par un changement simple mais profond dans les questions que vous vous posez. Au lieu de vous demander « Que veut le monde de moi ?» ou « Comment me situer ?», vous devez commencer à vous demander « Que veut mon soi profond exprimer à travers moi ?» Cette question change tout. Elle fait passer votre attention de l'extérieur vers l'intérieur. Cela signifie apprendre à trouver la satisfaction dans le travail lui-même, et pas seulement dans les applaudissements. Cela signifie célébrer vos propres petites victoires uniques que personne d'autre ne verra ou ne comprendra jamais. C'est le processus de découverte de ce qui vous apporte un sentiment d'éveil authentique, séparé de ce qui vous apporte du statut. C'est l'acte lent, délibéré et transformateur de prendre ce rouleau poussiéreux à l'intérieur de vous et de commencer enfin à lire votre propre histoire. Ce regard constant vers l'extérieur, ce besoin de jouer pour le collectif, nécessite un outil spécifique. Il nécessite un visage soigneusement conçu que nous présentons au monde, une version de nous-mêmes qui est acceptable, impressionnante et utile. Cela nous amène au troisième royaume périlleux, le théâtre du persona, le lieu du masque pétrifié. Au sens psychologique, le persona est le masque social que nous portons tous. Ce n'est pas intrinsèquement mauvais. C'est un outil nécessaire et souvent magnifique pour naviguer dans le monde. Vous avez un persona professionnel pour le travail, un persona parental pour vos enfants, un persona amical pour vos voisins.
Ces masques nous permettent de fonctionner harmonieusement dans la société. Le danger, le péril profond et subtil, commence lorsque l'acteur oublie qu'il joue. Cela se produit lorsque notre esprit conscient, l'ego, s'identifie si complètement au masque qu'il oublie l'âme vaste, complexe et authentique qui attend dans les coulisses. Le masque, porté assez longtemps, commence à fusionner avec la peau. Considérez un homme qui travaille dans un environnement d'entreprise à haute pression, où tout signe de vulnérabilité est considéré comme une faiblesse. Au début de sa carrière, il apprend à créer un persona de confiance inébranlable, de logique froide, de positivité implacable. Il rit à des blagues qu'il ne trouve pas drôles. Il soutient publiquement des décisions qu'il remet en question en privé. Il cache soigneusement ses angoisses, ses moments de doute, ses luttes personnelles. Pendant des années, cette performance le sert bien. Il est promu, respecté et considéré comme un leader. Mais une chose étrange et terrifiante se produit avec le temps. Il rentre chez lui à la fin de la journée et ressent un épuisement profond qui n'a rien à voir avec le travail qu'il a accompli. C'est l'épuisement de tenir le masque pendant 10 heures d'affilée. Lorsque son partenaire lui demande ce qu'il ressent vraiment, il constate qu'il n'a plus de réponse. Il a joué le rôle de manière si convaincante pendant si longtemps qu'il a perdu le lien avec ses propres sentiments authentiques. Il cherche son moi authentique et ne trouve rien d'autre que les répliques de sa prochaine performance. Le masque n'est plus un outil. Il est devenu son identité entière. C'est la grande tragédie du masque pétrifié. C'est une tentative d'assurer la connexion et l'appartenance, mais elle réalise exactement le contraire. Vous vous retrouvez entouré de personnes qui admirent votre performance, mais personne qui vous connaît vraiment. L'approbation que vous recevez semble vide, parce qu'elle n'est pas pour la personne réelle derrière le masque. Cela crée une solitude profonde et terrible. La solitude d'être complètement invisible. La tâche alchimique, ici, est de pratiquer une désidentification stratégique et courageuse du persona. Cela ne signifie pas se présenter à une réunion d'affaires en pyjama et partager vos peurs les plus profondes. Cela signifie créer consciemment du temps et de l'espace sacré où le masque est intentionnellement retiré. Cela pourrait être dans une relation de confiance, dans la pratique de la tenue d'un journal, dans la nature ou dans une solitude tranquille. C'est l'acte de demander « Sans ce rôle que je joue, qui suis-je? Que ressens-je? Que veux-je » C'est une chirurgie lente et parfois douloureuse, le décollement soigneux du masque de la peau, afin que le vrai visage, avec toutes ses belles imperfections et ses expressions authentiques, puisse enfin respirer à nouveau. Lorsque nous vivons derrière un masque, nous cachons souvent des choses qui nous semblent trop difficiles ou trop honteuses à exprimer. Cela nous conduit directement à la prison psychologique suivante, le royaume des complexes non résolus, un espace qui ressemble à une maison hantée. En surface, tout peut sembler parfaitement bien, voire paisible. C'est la famille qui ne se dispute jamais, la relation où personne n'élève jamais la voix. Mais ce n'est pas la paix, c'est un silence toxique. Dans ce royaume, les émotions vitales, les vérités douloureuses et les besoins profonds ne sont pas traités. Ils sont refoulés. Ils sont repoussés dans la cave de l'inconscient personnel. Mais ce qui est repoussé ne disparaît pas. Dans l'obscurité, cette énergie émotionnelle refoulée gagne en puissance. Elle se constelle, formant ce que l'on appelle des complexes, des entités psychiques autonomes, chargées d'émotions, qui vivent à l'intérieur de nous. Ces vérités non dites et ces émotions non ressenties sont comme des fantômes qui hantent la maison de la psyché. Pensez à une famille qui s'enorgueillit de sa nature placide et agréable. La règle tacite est « ne faites pas de vagues ». La mère ressent un profond puits de tristesse et de solitude, mais elle maintient une façade joyeuse afin de ne pas être un fardeau. Le père se sent dépassé par la pression financière, mais il n'en parle jamais, croyant qu'il doit être le fournisseur fort et silencieux. Les enfants apprennent très tôt que leurs propres sentiments de colère ou de tristesse sont des perturbations gênantes de cette paix fragile, alors ils apprennent à les avaler. En surface, ils sont une famille modèle. Mais en dessous, tout le monde étouffe. La tristesse inexprimée de la mère se manifeste par une dépression chronique de faible intensité. L'anxiété non dite du père se manifeste par de l'irritabilité et un besoin de contrôler de petites choses. Les enfants deviennent des adultes qui sont habiles à souffrir en silence, mais qui n'ont aucune idée de la façon d'identifier,
d'exprimer ou de satisfaire leurs propres besoins émotionnels. Les fantômes dirigent la maison. Ils font claquer leurs chaînes dans la nuit sous forme de crises d'angoisse. Ils déplacent les meubles sous forme d'actes d'autosabotage. Ils créent des points froids dans les pièces sous forme d'un sentiment omniprésent de solitude. C'est le danger insidieux de la pièce silencieuse. Elle vous apprend à faire face à votre douleur plutôt qu'à en guérir. Vous devenez un expert dans la gestion des symptômes, tandis que la cause profonde continue de s'envenimer dans l'obscurité. Le travail alchimique requis pour nettoyer cette maison hantée est de donner une voix aux fantômes. Cela signifie briser le silence, doucement mais fermement. C'est l'acte courageux de dire la vérité qui a été cachée. Il ne s'agit pas de blâmer ou de se confronter avec colère. Cela commence par des déclarations simples et honnêtes de soi. Je me sens seul dans cette famille. Je suis inquiet pour nos finances. Je souffre et j'ai besoin d'aide. Chaque déclaration est une bougie allumée dans une pièce sombre. Au début, le système résistera. Ceux qui se sont habitués aux fantômes seront effrayés par la lumière. Ils peuvent vous accuser d'être perturbateur ou égoïste. Mais votre libération, et la libération potentielle de l'ensemble du système, vaut l'inconfort temporaire. L'acte d'amener le matériel inconscient à la lumière de la conscience est ce qui commence à dissoudre le pouvoir du complexe. C'est le processus de regarder le fantôme directement et de prononcer son nom. Ce n'est qu'alors qu'il peut être compris, intégré et finalement libéré, permettant à une paix véritable et honnête d'entrer dans la maison, alors que certains d'entre nous se retrouvent piégés dans le silence. D'autres fuient dans son contraire. Nous entrons dans le 5e lieu dangereux, la tempête de bruit, le royaume de la fuite des profondeurs. Ici, l'esprit conscient est dans un état de fuite paniqué, utilisant un blizzard constant de stimuli externes pour éviter le pouvoir et le chaos du monde intérieur. Il ne s'agit pas seulement de notre ère numérique moderne, bien que celle-ci ait certainement amplifié la tempête jusqu'à un rugissement assourdissant. Ce royaume a toujours existé. C'est la personne qui remplit chaque instant d'engagements sociaux pour éviter d'être seule avec ses propres pensées. C'est le bourreau de travail qui utilise des projets sans fin pour échapper à une relation difficile à la maison. C'est le drogué de l'information qui s'obsède sur les problèmes mondiaux pour éviter d'affronter ses propres problèmes personnels. Le bruit est un mécanisme de défense sophistiqué, un anesthésique numérique pour l'âme. Cet endroit est séduisant parce qu'il donne l'impression d'être productif et responsable. Vous restez informé, vous restez occupé, vous restez connecté. Mais regardez ce qui arrive réellement à l'esprit dans ce blizzard. Vous consommez d'énormes quantités d'informations, mais vous n'en retenez presque rien. Vous avez des opinions sur tout, mais une compréhension profonde de rien. Votre esprit est comme une surface océanique agitée, constamment perturbée par les vents de nouvelles informations, de nouveaux scandales, de nouvelles exigences. Nous sommes tellement occupés à naviguer sur les vagues déferlantes à la surface que nous sommes terrifiés à l'idée de descendre dans les eaux profondes et silencieuses en dessous, où résident les archétypes, les trésors et les monstres de notre propre psyché. C'est dans ces profondeurs que se forme la véritable sagesse, où les expériences sont intégrées et transformées en une partie de nous-mêmes. La tempête de bruit empêche cela. Elle nous maintient dans un état de réaction perpétuelle, nous faisant éternellement effleurer la surface de notre propre vie. La tâche alchimique ici est la descente courageuse. Elle exige un acte conscient et délibéré de désactivation du bruit et de simple assise dans le calme qui s'ensuit. Au début, cela semblera insupportable. Toutes les choses que vous avez fuies, l'anxiété, la tristesse, les questions non résolues, remonteront à la surface. C'est le moment où la plupart des gens paniquent et rallument le bruit. Mais si vous pouvez rester avec l'inconfort, si vous pouvez simplement permettre à ces choses de surgir sans jugement et sans essayer immédiatement de les réparer, quelque chose de remarquable se produit. La tempête commence à se calmer, les eaux de l'esprit commencent à s'éclaircir. Et dans cette clarté retrouvée, vous commencez à entendre une voix beaucoup plus calme, la voix de votre propre soi profond, qui a été étouffée pendant si longtemps. L'échappatoire est de pratiquer le calme non pas comme un vide, mais comme un acte d'écoute profonde. C'est programmer un rendez-vous de 5 minutes avec vous-même pour ne rien faire d'autre qu'être. C'est ainsi que vous commencez à retrouver votre chemin de la tempête, vers le sol ferme de votre propre être. Le choix constant d'ignorer cette voix intérieure tranquille
de choisir le bruit du monde plutôt que la sagesse de l'âme, nous conduit dans le sixième et peut-être le plus tragique de ces royaumes. C'est la chambre de la trahison de soi, le lieu de la lente reddition. Ce n'est pas un événement dramatique et ponctuel. C'est la mort du soi par un millier de petits compromis. C'est le royaume où l'ego, notre architecte conscient, ignore systématiquement et délibérément les conseils du soi, qui communique par le langage subtil de l'intuition, des rêves, des pressentiments et des synchronicités. Chaque fois que nous nous trahissons d'une petite manière, nous coupons un fil qui relie notre esprit conscient à notre nature profonde. Assez souvent, la connexion est rompue et nous nous retrouvons à la dérive. Cette trahison se produit dans des moments calmes et ordinaires. C'est dire oui à une demande, alors que chaque fibre de votre être crie non, simplement pour éviter un conflit. C'est rester dans un emploi ou une relation qui, vous le savez, vous vide de votre énergie vitale, parce que partir semble trop difficile ou effrayant. C'est faire taire votre propre vérité dans une conversation pour mettre les autres plus à l'aise. Le soi murmure ses conseils à travers les fissures de la vie quotidienne. La trahison de soi est l'acte de l'ego qui recouvre délibérément ces fissures, choisissant le mur solide et prévisible de la convention plutôt que la lumière mystérieuse qui brille à travers. J'ai connu une fois une femme qui a passé des décennies dans une vie qui semblait parfaite sur le papier. Elle avait un mariage stable, une carrière assurée et une belle maison. Mais elle vivait avec une dépression silencieuse et persistante. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle avait fait les choix qu'elle avait faits, elle a répondu qu'ils avaient tous du sens. La carrière était pratique, le mariage était ce que sa famille voulait. Elle avait construit toute sa vie sur une base de logique et d'attentes externes, tout en ignorant complètement la voix intérieure tranquille et insistante qui savait que ce n'était pas son chemin. Le plus cruel, c'est que la société récompense souvent cette trahison de soi. Nous sommes appelés matures lorsque nous ignorons nos besoins, responsables lorsque nous sacrifions notre joie et altruistes lorsque nous faisons passer tout le monde en premier. Mais ce n'est pas une vertu, c'est une lente mort spirituelle. Vous ne pouvez pas donner sincèrement aux autres à partir d'un puits vide. La tâche alchimique est d'apprendre à écouter votre démon, cette voix intérieure de guidance. Cela signifie réapprendre à faire confiance à la sagesse de votre propre corps et de votre propre intuition. Avant de faire un choix, grand ou petit, la pratique consiste à faire une pause et à demander à votre moi intérieur: est-ce que cela me semble expansif ou contractif? Est-ce que cela me semble vrai? Et puis vient la partie la plus effrayante. Vous devez commencer à honorer les réponses que vous recevez, même si elles sont gênantes, même si elles déçoivent les autres. Chaque fois que vous faites un petit choix qui s'aligne sur votre vérité intérieure, vous retissez l'un des fils brisés qui vous relient à votre soi. C'est le travail lent, minutieux et essentiel du retour à la maison. Tous ces autres royaumes, les prisons de l'ego, de la comparaison, de la performance, du silence, du bruit et de la trahison, contribuent à la construction du septième et dernier lieu. C'est la plus fondamentale de toutes les prisons, car elle existe dans la cave même de la psyché. C'est le royaume de l'ombre, le sous-sol où nous enfermons toutes les parties de nous-mêmes que notre esprit conscient a rejetées. Chaque souvenir honteux, chaque impulsion inacceptable comme la colère ou l'envie, chaque qualité qu'on nous a enseignée comme étant mauvaise ou fausse, tout cela descend dans l'obscurité. L'ego, notre architecte bien intentionné, croit que c'est une bonne stratégie. Enfermez les mauvaises choses, et vous pourrez vivre une vie bonne et propre à l'étage. Mais la psyché ne fonctionne pas de cette façon. Ce que vous enterrez ne reste pas enterré. Il ne meurt pas. Il se transforme. Dans l'obscurité, ces parties rejetées de nous-mêmes acquièrent un pouvoir étrange et autonome. L'ombre est le sol riche, sombre et fertile, à partir duquel notre vie la plus vibrante peut croître. Mais si nous l'ignorons, c'est aussi là que naissent nos démons personnels. Un homme peut mépriser la colère explosive de son père et jurer qu'il ne sera jamais comme lui. Il est fier d'être calme, rationnel et en contrôle. Il a enfermé sa propre capacité à la colère dans le sous-sol de son ombre. Il croit s'en être débarrassé. Mais ensuite, il se retrouve dans un moment de stress, peut-être avec ses propres enfants, et à son horreur absolue, une rage volcanique éclate en lui à propos de quelque chose de trivial. C'est l'ombre qui éclate, possédée par l'énergie même qu'il a refusé de reconnaître. Nous voyons cela partout.
La personne qui est militante contre la cupidité peut être inconsciemment contrôlée par l'avarice. La personne qui juge sévèrement les autres pour leur paresse peut réprimer son propre besoin désespéré de repos. L'ombre dirige nos vies depuis le sous-sol, se projetant sur les autres et sabotant nos meilleures intentions. Mais voici le grand secret paradoxal de la psyché, le trésor que les alchimistes recherchaient. Le sous-sol de l'ombre ne contient pas seulement ce que nous craignons et méprisons, il contient également une énorme quantité de notre puissance brute, de notre créativité, de notre vitalité et de notre potentiel non développé. L'or est toujours dans l'endroit le plus sombre. Cette colère enfouie, une fois affrontée et intégrée, peut devenir la passion qui vous pousse à vous battre pour la justice. Cette tristesse refoulée peut devenir la source d'une profonde empathie. Cette honte peut être transformée en une compassion féroce pour les autres. La tâche alchimique, le grand œuvre lui-même, est le travail de l'ombre. C'est le courage de prendre une lanterne et de descendre dans votre propre sous-sol. Le but n'est pas de combattre ou de détruire ce que vous y trouvez, mais simplement de le voir, de le reconnaître avec curiosité au lieu de jugement. Oui, vous devez apprendre à dire « Cela aussi fait partie de moi ». Dans ce moment de reconnaissance, le pouvoir de l'ombre de vous contrôler inconsciemment est brisé. Vous n'essayez pas de devenir une personne parfaite, mais une personne entière. C'est ainsi que vous récupérez les parties perdues et rejetées de vous-même en les intégrant dans votre vie consciente, où leur énergie peut être utilisée pour la création au lieu de la destruction. C'est ainsi que vous vous enracinez dans la terre riche et sombre de votre être entier. Et ainsi, nous nous tenons devant les portes de ces 7 prisons. La cage dorée de l'ego, la course fantôme du collectif, le masque pétrifié de la persona, la maison hantée du complexe, le blizzard du bruit, la lente reddition de la trahison de soi et la cave verrouillée de l'ombre. Reconnaître ces royaumes, voir leur architecture dans les schémas de votre propre vie, est le moment où votre libération commence. La question n'est plus « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?», mais « où ai-je vécu ?» L'échappatoire n'est pas un événement unique et dramatique. C'est une série de petits choix délibérés et conscients faits chaque jour. C'est le travail d'une vie, le grand œuvre de devenir entier. Cela commence maintenant. Vous commencez par enlever un coin du masque dans une relation sûre. Vous prononcez une phrase de votre vérité dans une pièce silencieuse. Vous éteignez le bruit pendant 5 minutes et écoutez le silence. Vous prenez une petite décision basée sur votre sentiment intérieur plutôt que sur une attente extérieure. Vous regardez votre propre réaction forte et négative envers quelqu'un d'autre et vous demandez, avec une douce curiosité, quelle partie de ma propre ombre pourrais-je voir en lui ? C'est le processus alchimique d'unification des opposés en vous, votre esprit conscient et votre vaste inconscient, votre lumière et votre ombre. Ce n'est pas un chemin vers une vie parfaite et heureuse, mais vers une vie réelle, profonde et significative. L'énergie que vous dépensiez autrefois à entretenir les murs de votre prison est maintenant libre. C'est l'énergie que vous utiliserez pour construire une vie qui est une expression authentique de votre soi entier. Le but n'est pas de trouver un plan parfait transmis d'ailleurs, mais de devenir l'architecte conscient de votre propre vie profonde et authentique. La porte de ces prisons n'a jamais été verrouillée. Votre vraie vie attendait. Tout ce que vous avez jamais eu à faire, c'est tourner la poignée.